Salut l'Utopien! Alors ça, c'était vraiment pas dans mon bingo des actualités des parcs à thème en 2026, après les plans d'investissement records du parc Astérix, après l'annonce de l'ouverture d'Universal, après l'annonce de l'arrivée de la prochaine attraction Roi Lion. Attention, roulement de tambour, Mirapolis est de retour pour vous jouer les mauvais tours. Ce n'est pas une blague, une des plus grandes défaites de l'histoire du loisir en France, devenue culte pour les passionnés de parcs à thème. D'ailleurs, c'est une histoire que les passionnés adorent. Mirapolis pourrait réouvrir ses portes pour accueillir un tout nouveau parc à thème. Cet emplacement pourrait bénéficier d'un investissement de 1 milliard. C'est Politico qui le révèle ces derniers jours sur la base de sources en provenance de l'Élysée, qui ferait tout pour attirer un fonds d'investissement en provenance de l'Arabie Saoudite pour faire renaître le site qui accueillait Mirapolis, qui était situé donc à Courdimanche dans le Val d'Oise et qui était fermé depuis 1991. Pour l'instant, ce n'est pas officialisé. Et donc derrière cet investissement, les passionnés de parcs à thème savent de qui il s'agit déjà. C'est Qiddiya, ou plus précisément Qiddiya Investment Company. C'est une filiale du fonds souverain saoudien PIF qui a récemment ouvert une antenne à Paris. C'est facile de le dire après coup. Je sentais qu'une annonce en provenance de Qiddiya allait bientôt se produire, puisque dans le cadre de mes activités professionnelles, donc en dehors de ma chaîne YouTube, je me suis souvent rendu à des salons Vivatech, Mobco, le Salon des Mers, qui sont les plus gros salons qu'accueille la France, à la porte de Versailles à Paris. Et j'ai vu des stands de Qiddiya. Évidemment, je m'y suis arrêté parce qu'on était en pleine phase de construction et de préouverture de Six Flags Qiddiya en Arabie Saoudite. Et donc je me disais, non mais c'est pas possible, ils sont en train de développer une branche de loisirs. Il y avait tout un espace dédié justement à ce segment loisirs. Et ils vont ouvrir un parc à thème en France. Je me souviens avoir envoyé des textos à mes potes en disant, je sens que ça va se produire. Le montant de l'investissement pour le moment n'est pas encore connu, mais on s'approcherait du milliard d'euros. Et Politico pense que Qiddiya miserait sur Dragon Ball, un parc tiré de cet univers, un parc qui est déjà en cours de construction en Arabie Saoudite, parce que Qiddiya, ce n'est pas que Six Flags, c'est aussi la construction de ce parc Dragon Ball. Ce que je vous propose, c'est de revenir donc à la fois sur cette annonce, le choix de la licence, qui se cache derrière ce fonds d'investissement, quelle est leur stratégie, pourquoi la France fait tout aussi pour attirer ce genre de fonds sur le territoire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Qiddiya? Qiddiya, ce n'est pas que du loisir, c'est de l'urbanisme. C'est donc un projet de ville qui a été annoncé le 7 avril 2017 et l'objectif était de construire à environ 50 km au sud de Riyad, ce qui doit devenir l'une des plus grandes destinations de divertissement du monde. Il existe des zones de loisirs de ce style-là dans d'autres pays du Golfe, notamment aux Émirats Arabes Unis, qui est le premier pays à avoir vraiment pris ce virage. C'est là d'ailleurs que s'installera très bientôt la Walt Disney Company, puisqu'une zone de loisirs similaire, qui s'appelle Yas Island, a fait l'acquisition de la licence sur place pour construire un parc Disney qui sera exploité par eux. C'est un projet dont on a beaucoup parlé. Je vous renvoie à ma vidéo qui avait traité cette thématique, mais aussi à un épisode de podcast où j'expliquais aussi quelle était la stratégie pour les Émirats derrière ce type d'investissement. Qiddiya, c'est une filiale d'un fonds qui est bien plus gros, qui possède plein d'actifs partout dans le monde. Par exemple, ils possèdent Newcastle en Angleterre, ils ont aussi investi dans Uber, dans Tesla, dans Boeing, dans Disney. Et d'ailleurs, Bob Iger avait lui-même avoué qu'il avait mis son veto sur le développement d'un parc Disney en Arabie Saoudite, confirmant que Qiddiya s'était positionné pour récupérer la licence et l'exploitation du parc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a à Qiddiya? Il y a le fameux Six Flags Qiddiya City qui a été ouvert donc le 31 décembre 2025, qui est un parc qui fait rêver les passionnés de coaster et de records en tout genre. Au total, il y a 28 attractions, 6 zones thématiques, et puis il y a le fameux Falcon Flight que je rêve de faire. Donc c'est ce coaster construit par Intamin qui culmine à 195 mètres de hauteur et qui atteint les fameux 250 km/h et qui détient déjà 3 records du monde pour ce type de machine. Tout ça dans un décor naturel absolument incroyable. La deuxième brique, c'est celle de la construction d'un parc aquatique. C'est Aquarabia qui est présenté comme l'un des parcs aquatiques les plus grands de la région. Il me semble que c'est toujours Dubaï qui détient le parc aquatique le plus grand du monde et qui et aussi un succès commercial, c'est le fameux Aquaventure qui est situé à proximité de l'Atlantis. Et puis la troisième brique, c'est la fameuse construction de ce parc centré sur Dragon Ball. L'objectif pour Qiddiya City, c'est d'attirer environ 17 millions de visiteurs par an d'ici 2030, créer plus de 25 000 emplois et faire en sorte que les voyageurs saoudiens les plus riches restent aussi un petit peu sur le territoire et commencent à consommer du loisir sur place. Pourquoi d'un seul coup les monarchies du Golfe se passionnent pour le divertissement? C'est un tournant qui a été pris il y a déjà plus de 20 ans, notamment par Dubaï et par les Émirats Arabes Unis, tout simplement parce que leur modèle économique repose essentiellement sur le pétrole, mais que le pétrole n'est peut-être pas une ressource suffisamment pérenne sur le long terme. Donc il y a cette recherche de la diversification économique dans tous les secteurs. Le loisir bien sûr, mais aussi le sport, l'aéronautique. Qiddiya d'ailleurs a un objectif, ils doivent se tenir à ce plan qui va jusqu'en
2030. C'est un plan officiel pour réduire la dépendance du pays au pétrole. Donc, la construction d'un parc Dragon Ball en France détenu par cette filiale se fera dans le cadre de ce plan qui arrive à échéance en 2030. Ça ne veut pas forcément dire que le parc ouvrira à la même période. Et puis la troisième raison n'est pas toujours économique. Il y a l'idée d'une forme de soft power, comme on l'a connu avec les États-Unis en France. La puissance militaire et économique n'est pas votre seul levier. Vous avez ce qu'on appelle aussi le soft power, c'est-à-dire l'incursion par le cinéma, les parcs de loisirs, la nourriture, les produits de consommation, nos monuments, notre gastronomie, notre langue aussi, la francophonie est une forme de soft power. Un des exemples les plus frappants, et vous le savez si vous êtes des fans de football, ce que je ne suis pas, je précise, c'est bien sûr le rachat du PSG par des fonds qataris, une façon de faire une incursion dans l'univers sportif. Ça a été à perte et puis finalement le PSG s'est remis à gagner, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi le fameux circuit de F1 à Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite veut faire la même chose. Et donc désormais la question c'est pourquoi la France ? Pourquoi ce site aussi, Mirapolis? Pour ça, il faut remonter au milieu des années 2010. La France a commencé à vouloir se construire une image pro-business qui a été évidemment très incarnée par notre président de la République actuelle, qui depuis 10 ans fait tout pour attirer des fonds d'investissement en France. Startup Nation, le lancement de Vivatech, qui a désormais 10 ans, et puis le sommet Choose France, Choisir la France, un sommet qui a été créé en 2018 pour attirer ces fonds d'investissement. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion ou en tout cas dans le prolongement de cet événement, qu'avait été annoncé ce plan d'investissement record à Disneyland Paris, qui avait été probablement favorisé par l'Élysée, évidemment, qui a permis de créer beaucoup d'emplois, de faire travailler beaucoup d'artisans français, et qui a été notamment inauguré par Emmanuel Macron cette année. Donc c'est un méga projet qui s'inscrit dans la continuité directe de cette stratégie d'attractivité. Et puis, la région parisienne est une zone stratégique pour le développement du loisir. Il y a Disneyland Paris, il y a le parc Astérix, il y a nos infrastructures, donc au cœur de l'Europe, avec un aéroport international, l'accès en TGV, un bassin de plusieurs centaines de millions de touristes potentiels. Le choix du site aussi, il est facile, puisque c'est un site qui a déjà était un lieu d'accueil pour une zone de divertissement, donc il est facilement utilisable et reprenable. Ce qui nous amène à Mirapolis, l'un des plus grands fiascos de l'histoire du loisir. C'est une histoire qu'adorent les passionnés de parcs à thème. On est en 1987, c'est 5 ans avant l'arrivée d'Euro Disney, qui lui-même sera un fiasco. Le loisir en France, ça démarre toujours par un fiasco. Et puis après, ça fonctionne. La France veut construire son parc Disneyland, et c'est pas le seul pays du monde qui a rêvé de faire ça. C'était Mirapolis. Il était situé donc à Courdimanche, c'était dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Ça venait d'une architecte qui s'appelait Anne Fourcade, et qui était séduite par sa visite à Disneyland, au début des années 80. Tu m'étonnes, Anne. Sans être attachée à une grande licence, Mirapolis misait sur notre patrimoine littéraire et les contes français, un peu comme Efteling. Son emblème, c'était une statue monumentale de 35 mètres de haut qui représentait Gargantua. Le parc, il est inauguré le 20 mai 1987 par Jacques Chirac, celui à qui on doit Euro Disney, et ils espéraient jusqu'à 2,5 millions de visiteurs. Et au final, ils se sont retrouvés avec 400 000 à 600 000 visiteurs par an. Et à l'époque, pourtant, Mirapolis était détenu à 25% par un fonds saoudien. Donc c'est pas la première fois qu'un fonds saoudien se retrouve dans une entreprise de loisirs. Il y a un défilé d'exploitants qui reprennent le parc, un groupement de forains en 90, il y a des changements dans l'exploitation du parc. En 90, le fonds saoudien se retire. Et donc c'est Marcel Campion, le célèbre forain parisien, à la tête du dernier groupement de repreneurs qui annonce la faillite en 1991. Le parc ferme définitivement le 20 octobre 91 et l'année suivante, c'est l'ouverture d'Euro Disney. Les attractions de Mirapolis sont démontées et revendues, notamment en Allemagne, et la statue de Gargantua sera détruite en 1995. Et donc, Kidia ferait apparemment le choix de construire un parc Dragon Ball. À ce jour, le seul parc à thème au monde entièrement dédié à cet univers, il est en cours de construction en Arabie Saoudite. Il doit s'étendre sur 500 000 m². Il y aura 7 zones différentes qui vont reproduire des lieux emblématiques de la série. Au total, il y aura une trentaine d'attractions et ils promettent 5 étiquettes, nouvelle génération, très innovant d'un point de vue technique. Dragon Ball, évidemment, c'est l'une des franchises culturelles les plus rentables et les plus universellement connues de la planète. Tous médias confondus. Ce sera quand même un parc 100% dédié à cet univers. En tout cas, celui de Kidia City, donc en Arabie Saoudite. Donc, mon avis sur tout ça, je vois plutôt ça d'un très bon œil. Première raison, ça va renforcer l'attractivité de la région et donc ça va en faire une zone de loisirs incontournable pour tous les voyageurs venus visiter l'Europe et plus particulièrement la région parisienne. Donc ça va créer des emplois, ça va créer une dynamique économique, ça va permettre à nouveau à Disneyland Paris et au parc Astérix de continuer à soutenir leurs investissements pour le développement de leurs futures zones thématiques avec l'arrivée d'un nouveau concurrent, même si, vu la somme qui semble être investie, ça va surtout impacter le parc Astérix plus
que Disneyland Paris. Le choix de la licence, ça c'est beaucoup plus subjectif et personnel. Comme pour Naruto, je suis pas très attiré par Dragon Ball, j'ai pas forcément grandi avec cet univers. Pour moi, il y avait une carte à jouer en faisant revenir en Europe Six Flags, et s'il fallait grignoter des parts de marché au parc Astérix, alors les attractions à sensation auraient été une belle façon d'attirer ce public. Et pour ce qui est de l'utilisation de licence, j'aurais adoré voir un retour de Warner. Ça voulait dire qu'on aurait eu d'un côté Universal United Kingdom, un Warner Park en région parisienne, le parc Astérix et Disneyland Paris. On aurait eu la totale quasiment des licences à moins de 2 heures d'avion. L'autre jour, je parlais déjà des travaux historiques qu'il y avait au parc Astérix. C'est vrai que si un projet de cette ampleur naît en région parisienne, les 5 à 6 prochaines années en Ile-de-France vont être absolument incroyables à observer. Pour les fans de parc, ça va être un moment incroyable à vivre. La seule chose que je voudrais, c'est que comme pour Disneyland Paris, il y ait une sorte de convention qui oblige ce fonds à faire comme avec Disneyland Paris, c'est-à-dire travailler avec des artisans français, rendre hommage aussi un petit peu à notre culture, tout simplement pour que les choses soient équilibrées avec cet acteur et ce fonds étranger, qui selon moi devrait quand même respecter les mêmes règles qu'a respecté Disneyland Paris à l'époque. En tout cas, c'était l'actualité qu'on n'avait pas vu venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Topiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!